Et si un objet mystérieux gravé dans la pierre antique n'était pas que symbolique, mais quelque chose que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui? À travers de multiples civilisations anciennes, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, les archéologues retrouvent le même objet étrange. Cet objet ressemble étrangement à un petit sac muni d'une poignée, et ce qui est le plus surprenant est la constance de son design, quel que soit l'endroit où il finit par apparaître. Les exemples les plus célèbres proviennent de la Mésopotamie antique, surtout des civilisations sumériennes et plus tard assyriennes, qui remontent à une époque de plus de 3000 ans. Dans des reliefs en pierre détaillés, des figures humaines et des êtres ailés sont représentés tenant un petit objet en forme de seau avec une poignée bien définie. Ces figures sont souvent identifiées comme des apkalus, des êtres mythologiques associés à la sagesse et aux pratiques rituelles. Dans de nombreux cas, ils sont représentés à côté d'arbres sacrés, accomplissant ce qui semble être des actes cérémoniels. L'objet lui-même est presque toujours représenté de la même manière. Il a une structure rigide, une base plate et une poignée incurvée qui tient parfaitement dans une main. Ce niveau de cohérence est inhabituel pour l'art symbolique, où les formes varient souvent selon l'artiste ou l'époque. Ici, les proportions restent presque identiques d'une gravure à l'autre, suggérant que l'objet avait une forme spécifique et reconnaissable. Dans de très nombreuses scènes, le sac est visible avec un autre objet, qui ressemble étrangement à une pomme de pin. Les chercheurs pensent que cette combinaison pourrait représenter une pratique rituelle, impliquant peut-être l'aspersion d'eau ou d'huile. D'après les textes anciens, l'explication la plus acceptée est que ces objets étaient des récipients de cérémonie, parfois décrits comme des seaux rituels de purification. Mais cette explication commence à s'effondrer lorsque des formes similaires apparaissent en dehors de la Mésopotamie. À Göbekli Tepe, l'un des plus anciens sites archéologiques au monde, datant de plus de 11 000 ans, les gravures incluent des symboles qui ressemblent de près à ce même sac. C'est des milliers d'années plus vieux que la civilisation sumérienne. Plus surprenant encore, des formes similaires ont été identifiées dans les cultures mésoaméricaines, notamment dans les premières gravures olmèques. Ces civilisations se sont développées indépendamment, sans aucun contact confirmé entre elles. Pourtant, l'objet est d'une ressemblance frappante. Cela soulève une question difficile. Pourquoi des cultures totalement distinctes représenteraient-elles des objets presque identiques? Une explication est la convergence symbolique où différentes civilisations créent indépendamment des symboles similaires pour représenter la même idée. Un récipient contenant quelque chose d'important ou de sacré est un concept qui a pu émerger en plusieurs lieux. Mais la précision de sa conception rend cette idée plus difficile à accepter pleinement. L'objet n'a pas seulement l'air symbolique, il semble fonctionnel. La poignée est proportionnée d'une manière qui suggère qu'il était destiné à être porté. La base semble stable, comme s'il pouvait être posé sur une surface. La conception globale ressemble plus à un objet réel qu'à un symbole abstrait. Cela a conduit certains chercheurs à se demander s'il ne nous manque pas une partie du tableau. Des théories plus spéculatives suggèrent que l'objet pourrait représenter une technologie perdue ou des outils disparus. D'autres pensent qu'il pourrait symboliser le savoir, le pouvoir ou une sorte de transfert entre l'humain et le divin. Cependant, il n'existe aucune preuve physique pour étayer ces idées. Aucun objet réel correspondant exactement à ce modèle n'a jamais été retrouvé. Et ce détail est important. S'il s'agissait d'outils courants, on s'attendrait à en trouver au moins un exemplaire survivant. Le fait qu'on ne les voit que sur des gravures suggère qu'ils étaient peut-être cérémoniels, rares, ou même des représentations symboliques de quelque chose qui n'était pas destiné à être conservé physiquement. Un autre détail clé est de savoir qui les tient. Dans presque tous les exemples, l'objet est porté par des figures importantes ou mythologiques, et non par des gens ordinaires. Cela suggère qu'il avait une signification ou un rôle spécifique, peut-être lié au statut, à l'autorité rituelle ou à la pratique religieuse. Aujourd'hui, l'explication la plus acceptée reste qu'il s'agissait d'objets rituels utilisés lors de cérémonies. Mais cela n'explique pas totalement la constance de leur conception ni leur apparition dans différentes cultures et époques.
Le sac sumérien reste l'un de ces rares cas en archéologie où l'objet est clairement visible, largement documenté et pourtant pas encore totalement compris. Il n'est ni caché ni obscur. Il apparaît dans certains des sites les plus étudiés au monde. Et pourtant, il n'existe toujours pas d'explication unique qui rende compte de toutes les preuves. Parfois, le mystère ne réside pas dans ce que nous ne pouvons pas voir, mais dans ce que nous voyons trop souvent sans le comprendre pleinement. Un tombeau secret se cache sous les pyramides de Gizeh. Il est inondé, avec au fond un sarcophage géant dont le couvercle a été déplacé. Deux minuscules tunnels, trop étroits pour laisser passer un adulte, pointent l'un vers la grande pyramide, l'autre vers le Sphinx. À ce jour, nul ne sait où il mène. Il y a quelques années, un garçon est entré. Il s'est retrouvé coincé et on a dû le ressortir en le tirant par les jambes. Voici le puits d'Osiris. Tout ce temps, il était caché sous les pieds des visiteurs. Remontons 2500 ans en arrière. L'historien grec Hérodote se rend alors en Égypte et consigne dans ses écrits une affirmation stupéfiante. Il décrit une chambre secrète cachée sous les pyramides, entourée d'eau et renfermant le lieu où le pharaon aurait été enterré. Sur ce point, il est précis, étrangement précis. Pourtant, pendant les 2500 années suivantes, presque tous les érudits restent convaincus qu'Hérodote a inventé cette histoire. Hérodote mêlait souvent l'histoire réelle aux rumeurs et aux légendes. Les universitaires sérieux ont donc rejeté ce récit qu'ils trouvaient trop étrange. Trop théâtral, probablement une fiction. Puis, en 1999, le célèbre archéologue Zahi Hawass, longtemps responsable des antiquités égyptiennes, descend sous Gizeh. C'est précisément là qu'il découvre une scène stupéfiante. Tout correspond à ce qu'Hérodote avait décrit des siècles auparavant. De l'eau, une plateforme de pierre et un sarcophage de granit, à près de 30 mètres sous terre. La scène décrite par Hérodote. Il avait donc raison. Pendant 2500 ans, absolument personne ne l'avait cru. Regardons où se trouve précisément ce puits, car c'est là que l'histoire devient vraiment stupéfiante. La chaussée de Gizeh est la longue voie de pierre reliant le Sphinx à la deuxième pyramide, celle de Képhren. Chaque année, des millions de touristes l'empruntent ou passent tout près. L'entrée du puits d'Osiris est cachée dessous. Aucun tonneau, aucune grande porte, seulement un trou discret dans le sol, facile à manquer. Cette ouverture cache l'une des structures souterraines les plus étranges au monde. L'archéologue Selim Hassan découvre le puits en 1933. Il descend, atteint l'eau et doit rebrousser chemin. Pendant 66 ans, le site reste là, connu et bien documenté, mais presque entièrement oublié. La raison est simple, personne ne pouvait le vider. En 1999, la nappe phréatique de Gizeh avait assez baissé pour permettre les fouilles. Hawass et son équipe y pénètrent avec des pompes et tout leur matériel. Plus tard, il dira que ce furent les fouilles les plus difficiles de toute sa carrière. Il leur faut des semaines de poussière, de boue et de vacarme pour atteindre le fond. Mais cela en valait la peine. Le puits descend sur 3 niveaux successifs, comme un donjon de jeu vidéo. À chaque étage, tout devient plus sombre, plus étrange et de plus en plus difficile à expliquer. Au premier niveau, presque rien. Une salle carrée vide, plutôt décevant. On descend, on regarde autour de soi et l'on pense « Bon, tout semble normal ». Au deuxième niveau, tout change. À environ 18 mètres sous terre, le puits débouche sur 6 chambres directement taillées dans la roche. 2 d'entre elles abritent d'immenses sarcophages de granit, de gigantesques cercueils antiques en pierre. On y a également découvert des fragments de poterie, des perles et de petites figurines Ushepti, destinées à servir éternellement les morts dans l'au-delà. Ces objets datent d'environ 500 avant notre ère. Une découverte impressionnante, certes, mais pas encore véritablement incroyable. Puis vient le 3e niveau, et là, tout bascule. À près de 30 mètres sous terre, soit la hauteur d'un immeuble d'environ 10 étages, le puits s'ouvre soudain sur une immense salle entièrement inondée.
Au centre se dresse une plateforme rectangulaire en pierre, entièrement entourée d'eau. Et posé juste au-dessus, se trouve un imposant sarcophage de granit. Il pèse de 10 à 15 tonnes. Son couvercle est écarté et le sarcophage est vide. Plus troublant encore, dans toute cette structure, on ne trouve absolument aucune inscription, pas même un nom. Il n'y a rien sur les murs ou le sarcophage, ni image, ni formule, ni inscription. Dans l'Égypte antique, c'est presque inconcevable. Les tombes égyptiennes portaient des hiéroglyphes, des prières, des formules magiques et le nom du défunt. Ici, rien. Le lieu demeure silencieux, comme s'il avait été laissé vide exprès. Il existe pourtant une seule exception. Sous le couvercle déplacé sur le côté, Hawass a découvert un unique hiéroglyphe, soigneusement gravé dans le sol. Un mot seulement, Pr, qui signifie maison. Cela paraît anodin, jusqu'à ce qu'on apprenne que le plateau de Gizeh avait un ancien nom. PR, je peux le prononcer. Pour l'expression complète, regardez l'écran. L'expression complète signifie maison d'Osiris, seigneur des tunnels et des passages souterrains. Dans la religion égyptienne, Osiris était le dieu des morts. Il régnait sur le monde souterrain et jugeait les âmes après leur mort. Rasta, le dernier mot de ce nom, désignait précisément les galeries et les passages souterrains sous le plateau de Gizeh. Ce lieu n'était pas une simple tombe. Il avait été conçu comme la maison d'Osiris, une entrée symbolique vers le monde souterrain. Tout cela se trouvait sous le centre religieux le plus puissant de toute l'Égypte antique. Hawass l'a baptisé Puits d'Osiris, car tout concordait parfaitement. Le récit d'Hérodote, l'ancien nom du plateau de Gizeh, la chambre entourée d'eau et la mythologie d'Osiris liée au monde souterrain. Il parlait de sa découverte favorite et du chantier le plus passionnant de toute sa carrière. Pourtant, un détail reste souvent méconnu. Au-delà de la chambre funéraire, un étroit couloir part vers l'est sur environ 20 mètres. Il mène à une minuscule salle où l'on dispose à peine de l'espace nécessaire pour se retourner. De cette petite salle voûtée partent deux tunnels distincts. L'un part vers le nord, droit sur la grande pyramide. L'autre file vers l'est et pointe directement vers le Sphinx. Chaque tunnel ne mesure qu'environ 40 cm de côté, soit la taille d'une grande boîte à pizza. Aucun adulte ne pourrait s'y glisser. À ce jour, personne n'a réussi à les explorer jusqu'au bout. Nous ignorons toujours leur longueur exacte, leur destination finale et ce qu'ils peuvent contenir. Faute de solution, Hawass envoie un jeune garçon dans le tunnel avec une solide corde attachée aux jambes pour le ramener. Le garçon se retrouve vite coincé. L'équipe doit le dégager, puis le tirer en arrière par les pieds. Aujourd'hui encore, ces tunnels sont là, orientés vers deux des monuments les plus emblématiques de l'humanité. Personne n'a jamais pu les suivre jusqu'au bout, ni découvrir ce qu'ils renferment. Alors, qu'est réellement le puits d'Osiris ? Malgré ces découvertes, nous ignorons toujours ce qu'il était. Les plus anciens objets retrouvés à l'intérieur remontent approximativement à 2355-20195 avant notre ère. Cette période correspond à l'Ancien Empire, l'époque où les grandes pyramides sont édifiées. Le puits pourrait être tout aussi ancien qu'elle. Les chambres du deuxième niveau furent ajoutées bien plus tard. À en juger par son style, le sarcophage placé tout au fond semble dater de la 26e dynastie, aux alentours de 500 avant notre ère. Le lieu a donc été utilisé et agrandi pendant des millénaires. Des peuples d'époques et de croyances très différentes ont tous été attirés vers exactement le même lieu souterrain. Certains chercheurs y voient un site funéraire royal perdu. D'autres pensent que le troisième niveau était plutôt un espace rituel symbolique consacré à Osiris, et non une véritable tombe. D'autres se demandent si ces tunnels rejoindraient un réseau souterrain plus vaste, toujours inconnu et enfoui sous le plateau. Tous s'accordent sur un point. Malgré les fouilles, les grandes questions restent sans réponse. Le puits d'Osiris n'a été officiellement ouvert au public pour la première fois qu'en 2017. Pendant presque toute l'histoire, le puits est resté invisible, sous l'un des sites les plus visités.
tandis que des millions de personnes marchaient juste au-dessus. Un historien l'a décrit il y a 2500 ans et fut moqué. Puis un enfant s'est coincé en tentant de l'explorer. Au fond, un sarcophage de 15 tonnes reste là, couvercle écarté, sans nom inscrit. 2 tunnels visent la Grande Pyramide et le Sphinx, attendant quelqu'un d'assez petit ou d'assez brave pour les suivre. Depuis des siècles, nous étudions Gizeh. Pourtant, le plateau garde bien ses secrets. On vient de ramener à la vie un animal disparu. Imaginez entendre un son qui n'a pas existé sur Terre depuis 10 000 ans. Un hurlement profond résonnant dans une vallée gelée. Un son disparu bien avant les pyramides, avant les villes, avant l'histoire écrite. Pour la première fois, on pourrait ramener des traits d'animaux disparus il y a des millénaires. Pas par magie, ni en clonant des dinosaures comme dans Jurassic Park, mais par quelque chose de plus étrange. Réécrire l'ADN d'animaux vivants avec le code génétique des morts. L'une des espèces souvent mentionnées dans ce débat est le loup sinistre, un prédateur massif disparu il y a environ 10 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire. Il ressemblait à un loup, mais plus gros, plus lourd, bâti pour chasser la mégafaune. Et maintenant, les scientifiques posent une question qui semblait impossible il y a peu, et si l'extinction n'était pas toujours définitive? Pendant longtemps, l'extinction signifiait la fin absolue d'une espèce. Une fois le dernier individu mort, c'était fini. Les instructions génétiques de l'animal, des milliards de lettres d'ADN, se sont dégradées. Il ne restait que des os, des fossiles et parfois des fragments d'ADN piégés dans la glace. Mais depuis 20 ans, les scientifiques ont créé des outils pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent lire l'ADN ancien, et pas seulement de petits morceaux. Il arrive parfois que les chercheurs reconstituent entièrement des génomes presque complets d'animaux disparus, morts il y a de cela des dizaines de millénaires. L'un des exemples les plus célèbres est le mammouth laineux. Des restes de mammouths gelés dans le pergélisol arctique sont si bien conservés qu'on peut en extraire beaucoup d'ADN. Pour vous donner une idée, le génome d'un mammouth contient environ 4 milliards de lettres d'ADN. C'est à peu près la même quantité d'informations génétiques que chez l'humain. Reconstituer ce génome, c'est comme assembler une encyclopédie passée à la déchiqueteuse. Sauf que les pages sont gelées dans des os enfouis sous la glace depuis 10 000 ans. Mais lire l'ADN n'est que le début. Le vrai défi est de transformer ces données en un organisme vivant. C'est là que la biotechnologie moderne entre en scène. Au lieu de cloner un mammouth directement, ce qui est impossible, les scientifiques utilisent une autre stratégie. Ils comparent le génome de l'animal disparu avec celui de son plus proche parent vivant. Dans le cas du mammouth, ce parent est l'éléphant d'Asie. Les deux espèces sont étonnamment similaires. Leur ADN est rigoureusement identique à plus de 99,6%. Les gènes des traits caractéristiques du mammouth, comme sa fourrure épaisse ou son sang résistant au froid, se trouvent en réalité dissimulés dans une petite poignée de gènes seulement. Les scientifiques identifient ces gènes et, avec CRISPR, peuvent insérer ces traits dans l'ADN d'éléphant. Le résultat ne serait pas un mammouth parfait. Il s'agirait plutôt d'un éléphant aux allures de mammouth, un animal doté de certaines adaptations biologiques clés de l'espèce disparue. Selon le processus de déextinction décrit par les chercheurs travaillant sur la restauration du mammouth, le travail suit plusieurs étapes. D'abord, les scientifiques collectent de l'ADN de mammouth sur des restes gelés trouvés dans des endroits comme la Sibérie et l'Alaska. Ensuite, ils séquencent plusieurs génomes de mammouth pour comprendre quels gènes contrôlaient les traits d'adaptation au froid. Puis ces gènes sont insérés dans des cellules d'éléphants en utilisant la technologie CRISPR. Si ces cellules modifiées se développent avec succès en embryon, ils pourraient grandir dans des mères porteuses éléphants ou des systèmes d'utérus artificiels. Si tout fonctionne, le résultat pourrait être des animaux capables de survivre dans des environnements où les mammouths vivaient autrefois. Mais pourquoi tenter quelque chose d'aussi compliqué en premier lieu? Une partie de la réponse réside dans la science du climat. Pendant l'ère glaciaire, les mammouths n'étaient pas juste de grands animaux errants dans la toundra, c'était des ingénieurs de l'écosystème. Imaginez des millions d'herbivores géants se déplaçant à travers le nord de l'Eurasie. Chaque mammouth pouvait peser 6 tonnes, soit environ le poids d'un gros camion.
En se déplaçant, ils abattaient des arbres, piétinaient la neige et broutaient la végétation. Sur des millénaires, cette activité constante a aidé à maintenir de vastes prairies appelées la steppe à mammouth. À son apogée, cet écosystème s'étendait sur une zone plus vaste que les États-Unis actuels, et il a pu jouer un rôle clé dans la régulation du climat arctique. Aujourd'hui, le pergélisol arctique stocke énormément de carbone, environ 1600 milliards de tonnes métriques. C'est environ 2 fois plus de carbone qu'il n'en existe actuellement dans l'atmosphère terrestre. Si ce sol gelé fond, des quantités massives de gaz à effet de serre pourraient être libérées. Certains scientifiques pensent que les grands herbivores pourraient aider à ralentir ce processus. En piétinant la neige et en favorisant les prairies, ils pourraient aider à garder le sol plus froid. En d'autres termes, ramener des animaux de type mammouth pourrait non seulement recréer une espèce disparue, mais aussi stabiliser tout l'écosystème arctique, du moins en théorie. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est une bonne idée. L'introduction d'animaux génétiquement modifiés dans les écosystèmes modernes soulève de nombreuses questions. Par exemple, que se passe-t-il si ces animaux se comportent différemment de ce qui est prévu? Ou s'ils se reproduisent plus vite que ce que l'écosystème peut supporter? Ou s'ils propagent des maladies à la faune existante? Même de petits changements écologiques peuvent avoir des effets en cascade. Par exemple, quand les loups ont été réintroduits à Yellowstone dans les années 1990, tout l'écosystème a changé, des cerfs aux cours d'eau. Maintenant, imaginez introduire des animaux qui n'ont pas existé depuis 10 000 ans. Les conséquences écologiques pourraient être imprévisibles. Il y a aussi une autre préoccupation dont les scientifiques discutent souvent. C'est ce qu'on appelle parfois le risque moral de la déextinction. L'idée est simple. Si les gens commencent à croire que les espèces éteintes peuvent toujours être ramenées plus tard, ils pourraient se sentir moins pressés de protéger les espèces menacées aujourd'hui. Pourquoi s'inquiéter de l'extinction si la science peut l'inverser? Cependant, des études examinant les attitudes du public suggèrent que la situation pourrait être plus complexe. Le simple fait de connaître la déextinction ne rend pas nécessairement les gens plus à l'aise avec la disparition des espèces. Mais les scientifiques soulignent tout de même un point important. La déextinction ne peut pas vraiment inverser l'extinction. Même avec l'édition génétique avancée, recréer une espèce identique est extrêmement improbable. Ce que les scientifiques peuvent créer, ce sont des approximations génétiques, des animaux qui ressemblent à des espèces éteintes et peuvent jouer des rôles écologiques similaires, mais ce ne sont pas des copies parfaites du passé. Et pourtant, les technologies développées pour la déextinction pourraient tout de même avoir une valeur énorme. Les mêmes outils génétiques pourraient aider les scientifiques à protéger les animaux en danger aujourd'hui. Par exemple, l'édition génétique pourrait potentiellement accroître la diversité génétique dans les petites populations ou aider les espèces à s'adapter au changement climatique. En d'autres termes, le véritable héritage de la déextinction ne sera peut-être pas de ressusciter des espèces disparues, ce sera peut-être de prévenir de futures extinctions. Pendant des milliers d'années, l'extinction a semblé être une porte à sens unique. Une fois franchie, il n'y avait plus de retour possible. Mais la biotechnologie moderne remet en cause cette idée. Les scientifiques ne ramènent pas les animaux de l'ère glaciaire à l'identique, mais pour la première fois, nous pourrions restaurer leur biologie et les écosystèmes qu'ils ont façonnés. Cela nous laisse face à une question inédite pour l'humanité. Si l'on peut inverser partiellement l'extinction, quelle prudence devrions-nous alors adopter? Vous savez ce qui est encore plus cool que les formes d'art anciennes? Les formes d'art très anciennes et effrayantes. L'une d'elles a été découverte dans une grotte en Indonésie. Sur la paroi, il y avait un étrange dessin réalisé il y a environ 67 800 ans. Ce qui est aussi étrange, c'est que les gens dessinaient déjà à une époque aussi reculée. Les scientifiques pensaient que le besoin de créativité était apparu bien plus tard. Mais entrons dans cette grotte pour examiner cette œuvre de plus près. Les scientifiques ont découvert une image étrange sur l'île tropicale de Muna, au large de la côte sud-est de Sulawesi. Ici se trouve une grotte que les habitants appellent Liang Metaduno. On pourrait qualifier cet endroit de véritable exposition d'art ancien. Des silhouettes humaines, des bateaux avec des passagers, des cavaliers et d'autres dessins inhabituels ont été peints ici avec des pigments rouges, bruns et noirs. Mais récemment, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'encore plus ancien et plus étrange. Toutes les images de cette grotte ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années. Cependant, le dessin récemment découvert s'est avéré vieux de plus de 67 000 ans. Ainsi, au plafond, à côté d'un dessin brun représentant un poulet, les spécialistes ont découvert 2 mains. L'une d'elles avait un doigt pointu ressemblant à une griffe animale. Alors, qu'est-ce que ça signifie?
Les scientifiques pensent que l'auteur a voulu exprimer le lien entre l'humain et l'animal. Mais le simple fait de dessiner une telle main est aussi surprenant. D'habitude, dans les peintures rupestres, on voit des petites silhouettes humaines ou des animaux. Mais ici, l'auteur a décidé de tracer le contour de sa propre main et d'y ajouter une griffe. Cette œuvre montre l'intention de l'artiste. Il a représenté quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que son imagination a inventé et il l'a exprimé. Que voulait-il transmettre et que ressentait-il à ce moment-là? Peut-être a-t-il connu les affres de la création? Peut-être qu'après avoir terminé son dessin, il a appelé ses amis pour venir l'évaluer. Imaginez des foules d'hommes des cavernes se rendant à une exposition où un artiste célèbre a créé une nouvelle œuvre. Tout le monde admire la main griffue, applaudit et donne sa propre interprétation de l'image. Dans notre esprit, on a souvent l'impression qu'autrefois, les gens étaient des sauvages qui comprenaient très peu de choses. Mais et s'ils n'étaient pas si différents de nous? Eux aussi aimaient l'art. Ils se mettaient en colère, ils ressentaient l'envie, la tristesse et éprouvaient les mêmes émotions. Ils vivaient comme nous, mais sans la technologie. Les vestiges archéologiques comme celui-ci nous aident vraiment à mieux comprendre le développement de l'humanité. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils qu'il s'agissait d'abord d'un pochoir de main humaine? Peut-être que c'était une sorte de créature, comme un yéti, et que ses mains ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Les spécialistes disent que les empreintes de mains étaient peut-être liées à des rituels pour éloigner le malheur. Et si l'auteur avait tenté de chasser la malchance avec sa main et y avait ajouté une griffe pour la rendre plus effrayante? De manière générale, après cette découverte en Malaisie, les chercheurs ont remis en question la vision eurocentrique de l'intelligence des peuples anciens. Pendant longtemps, le monde scientifique a cru que les capacités cognitives de l'homme moderne avaient commencé à se développer lorsque des populations ont migré vers l'Europe occidentale. Mais désormais, au vu de ce qui a été trouvé sur l'île de Muna, le développement de l'humanité a pu se produire indépendamment dans différentes régions de la planète. Cette découverte complète parfaitement une autre collection de peintures rupestres en Indonésie. En 2019, des scientifiques ont découvert des représentations de silhouettes humaines, avec des têtes et des queues d'animaux. Ces étranges créatures chassaient des phacochères et des buffles nains endémiques. Peut-être que les auteurs s'imaginaient comme ces êtres mi-animaux, mi-humains, et voulaient se donner l'apparence d'animaux. Ces dessins datent d'environ 51 000 ans. La main griffue a environ 67 800 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'art rupestre au monde. Passons maintenant à une époque plus récente, le XVe siècle. À cette époque, de nombreuses œuvres d'art avaient déjà été créées et beaucoup de livres avaient été écrits. Mais il existe un objet qui reste l'un des plus mystérieux et même des plus inquiétants jamais réalisés. C'est le manuscrit de Voynich. De l'extérieur, il ressemble à un petit livre rempli de dessins de plantes variées, de fleurs, d'images astronomiques et de personnages. Toutes ces illustrations sont accompagnées de commentaires détaillés de l'auteur. Tout semble assez normal pour un livre des années 1400. Mais vous savez quel est le problème? La langue dans laquelle le livre est écrit reste inconnue. Les dessins sur ces pages représentent aussi des plantes inconnues. On y trouve des motifs étranges, des formules et des images mystérieuses de personnages. Tout cela ressemble à une sorte de grimoire. Ça pourrait aussi être l'encyclopédie d'un monde parallèle, ou un manuel de fabrication de potions. Mais comment est-il possible qu'avec toute notre technologie moderne, nous n'ayons toujours pas déchiffré cette langue ni ces images? Qui était l'auteur? Que voulait-il nous dire? Et qui était ce Voynich exactement? Un marchand de livres et antiquaire du nom de Wilfried Voynich a découvert ce manuscrit dans un monastère italien en 1912 et l'a aussitôt ajouté à sa collection. Le contenu étrange du livre a vite attiré l'attention des scientifiques. Pendant des décennies, historiens, linguistes, programmeurs et autres spécialistes ont tenté de comprendre ce qui était écrit sur ces pages, mais personne n'y est parvenu. Bien sûr, il y a eu des théories. Certains scientifiques pensaient que c'était écrit en hébreu. Des botanistes ont suggéré que la langue... D'un côté, il pourrait s'agir d'une langue inconnue qui a disparu. De l'autre, ce pourrait être une sorte de code. Mais qui était l'auteur? Certaines théories attribuent le manuscrit au philosophe et scientifique anglais Roger Bacon. D'autres étaient convaincus que l'œuvre appartenait à Léonard de Vinci, mais rien ne l'a confirmé.
La théorie la plus plausible avance que le manuscrit a été rédigé dans une langue disparue, autrefois parlée en Méditerranée au Moyen-Âge. Les gens la parlaient, mais ne l'utilisaient pas dans les documents officiels ou importants. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une langue oubliée du Moyen-Orient ou d'Asie. Bon, admettons que ce soit vrai, et que le livre soit écrit dans une langue que tout le monde a oubliée. Mais qu'en est-il de ces étranges dessins ? Les plantes, les images astronomiques, les motifs inhabituels, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être une grande encyclopédie sur la pharmacie, la nature et l'espace, un traité sur le monde naturel, ou quelque chose dans ce genre. On peut bâtir plein de théories et d'hypothèses, mais vous savez ce qui est vraiment génial ? Vous pouvez essayer de résoudre le mystère de ce livre étrange par vous-même. L'intégralité du manuscrit de Voynich a été numérisée en haute qualité et publiée en ligne. Essayez de le déchiffrer et écrivez en commentaire ce que vous avez réussi à découvrir. Notre prochain artefact archéologique est encore plus étrange que le précédent. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs japonais ont jeté un filet dans la mer et en ont sorti une sirène momifiée. Bien sûr, officiellement, ce n'était pas une vraie sirène, mais elle avait l'air très réaliste et même effrayante. Pendant longtemps, cette trouvaille a été conservée dans un musée et considérée comme un objet sacré. Mais, et si c'était vraiment une sorte de sirène ? Et si, jadis, un peuple aquatique avait vécu dans l'océan ? Pour vérifier ces théories, les scientifiques ont analysé la trouvaille et déterminé que l'objet était artificiel. Quelqu'un de talentueux avait utilisé des os, la peau d'un poisson-globe et de la fourrure animale pour créer cette figure grotesque. Mais ce n'était pas une simple sculpture. Selon les spécialistes, c'était un talisman censé offrir une longue vie à son propriétaire. Terminons notre récit par quelque chose de vraiment effrayant et sinistre. Vous savez sans doute qu'il y a des siècles, les Européens croyaient aux vampires. Oui, on trouve de nombreux livres et documents historiques à leur sujet, mais tout semble relever de la légende. Pourtant, il y a quelques années, des archéologues ont découvert des preuves assez glaçantes que les gens croyaient. Les spécialistes ont trouvé en Pologne une sépulture vieille de plus de 400 ans. Elle contenait le squelette d'une jeune femme. Une faucille avait été placée en travers de son cou et un cadenas avait été fixé au gros orteil de son pied gauche. Les scientifiques ont supposé que les habitants craignaient que cette femme ne devienne un vampire et ne sorte de sa tombe. Alors, par précaution, ils ont ajouté ces objets à son corps. Les chercheurs ont récemment mis au jour une nouvelle statue sur l'île de Pâques, nichée au cœur du cratère d'un ancien volcan. Ils étaient pourtant convaincus d'avoir déjà recensé l'ensemble des Moai, ces emblématiques colosses de pierre. Cette découverte remet en question nos connaissances à leur sujet. Tout d'abord, les Moai apparaissent rarement de façon isolée. Il est donc possible que d'autres spécimens soient dissimulés dans les environs. Ensuite, il s'agit du tout premier Moai découvert au fond d'un lac asséché. Les scientifiques œuvraient à la restauration des zones humides dans le cratère volcanique lorsqu'ils sont tombés sur la statue. Le plan d'eau avait commencé à se résorber en 2018. Durant 2 à 3 siècles au minimum, le lac présentait une profondeur avoisinant les 3 mètres, ce qui rend toute intervention humaine à son fond hautement improbable. Les experts estiment que les Moai remontent à plus de 5 siècles. Il est donc plausible que le peuple Rapa Nui ait transporté cette statue en ce lieu à une époque où le bassin était complètement asséché. La statue récemment exhumée mesure environ 1,50 m de haut, ce qui demeure modeste comparé à la majorité des sculptures présentes sur l'île. Elle se distingue néanmoins par sa forme complète et ses traits nettement définis. Les chercheurs prévoient d'effectuer une datation au radiocarbone afin d'en préciser l'ancienneté. À la demande des anciens de la communauté Rapa Nui, ils n'envisagent pas de déplacer la statue de son emplacement d'origine. Les statues Moai ont longtemps suscité la perplexité des chercheurs. Si l'on savait qu'elles furent érigées en l'honneur des chefs de l'île, nul n'était en mesure d'expliquer pourquoi ces sites précis avaient été retenus pour leur implantation. La majorité d'entre elles ont été retrouvées sur les rivages de l'île. Des chercheurs de l'université new-yorkaise de Binghamton ont entrepris d'étudier de plus près les emplacements des statues et ont découvert qu'ils étaient liés à la présence d'eau. L'île de Pâques, constituée de sols volcaniques poreux, absorbe aisément la pluie. En conséquence, elle ne dispose ni de rivières abondantes, ni de sources suffisantes. Il y a plusieurs siècles, les habitants dépendaient de l'écoulement des eaux souterraines pour s'approvisionner en eau potable. L'eau retenue en profondeur dans les strates rocheuses ou sédimentaires, appelées aquifères, finit par remonter jusqu'à la surface. Lorsqu'elle émerge à proximité du littoral, elle se mêle à l'eau salée de la mer, mais le taux de salinité reste suffisamment bas pour que l'eau demeure consommable.
Les insulaires la recueillaient directement au point d'émergence. C'est vraisemblablement pour cette raison que les Moai furent édifiés en bord de mer, à proximité immédiate de cette précieuse ressource. Les troncs des statues sont généralement taillés dans du tuf volcanique, extrait d'une carrière locale, située dans un ancien cratère. Si cette roche se prête aisément à la sculpture, elle demeure difficile à transporter. C'est sans doute pour cela que l'on a découvert plus de 300 Moai inachevés dans la carrière même. Les autres sont répartis sur l'île, tournés vers les anciens villages. Les sculpteurs auraient commencé par tailler les statues à plat, allongées sur le dos. Ensuite, ils les détachèrent de la roche, les faisaient glisser en contrebas, puis les redressaient afin d'achever les finitions. Une fois le travail terminé, il ne restait plus qu'à acheminer la statue jusqu'à sa plateforme. Il s'agissait alors de transporter, sans véhicule ni technologie moderne, des statues pesant près de la moitié du poids d'une maison de plain pied, sur une distance de 5 km. Les insulaires ont dû mettre au point un procédé de transport inédit. Des chercheurs ont tenté de le reproduire, en charriant des répliques de Moai sur des traîneaux de bois. On a supposé que des palmiers avaient pu être employés à cette fin, mais cette hypothèse a été écartée. L'expérience la plus concluante à ce jour consiste à utiliser des cordes pour faire osciller la statue verticalement sur le chemin. Cette théorie semble plausible, car selon les légendes Rapa Nui, les Moai auraient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement. Bien entendu, il leur fallait des routes adéquates pour acheminer les statues. Au début du XXe siècle, la chercheuse Catherine Routledge a mis au jour un réseau de voies vieilles de 8 siècles, large d'environ 5 mètres, rayonnant depuis la carrière. Selon elle, ces chemins répondaient davantage à une fonction rituelle qu'à un usage purement pratique. Comme elle n'était pas encore une figure reconnue de la science, sa théorie fut largement négligée. Plusieurs décennies plus tard, Thor Heyerdahl, aventurier et archéologue norvégien de renom, publia une hypothèse selon laquelle ces routes servaient exclusivement au transport des Moai. Certaines statues auraient, selon lui, été abandonnées en chemin sans explication évidente. Cependant, en 2010, des chercheurs ont révélé que les Moai parvenaient bien à leur emplacement final, car ils étaient installés sur des plateformes dissimulées. Le sol des routes, en forme de U, ne facilitait guère le déplacement de statues aussi massives. Aujourd'hui encore, on peut observer quelques kilomètres de ces voies, visibles depuis l'espace. On croyait autrefois que les Rapa Nui avaient détruit leur propre habitat, précipitant l'effondrement de leur civilisation. Mais une étude récente, fondée sur l'analyse par télédétection et l'intelligence artificielle, affirme au contraire que la population est demeurée stable et modérée au fil des siècles. Les insulaires auraient en effet su s'adapter aux contraintes de leur environnement, maintenant une démographie équilibrée. Parmi les indices appuyant cette vision, d'ingénieux jardins de pierre, témoignage d'une agriculture maîtrisée. Rapa Nui, aussi appelée l'île de Pâques, est l'un des lieux habités les plus reculés du globe. Baignée par le Pacifique, elle se situe à plus de 3500 km du Chili central et à plus de 4000 km de la Polynésie française. D'une superficie de 163 km², elle est constituée exclusivement de roches volcaniques. Ces volcans étant éteints depuis longtemps, le sol a perdu la plupart des éléments fertiles jadis apportés par les coulées de lave. Le climat y est également plus aride que sur les îles tropicales, et ces fonds marins profonds compliquaient la pêche, faute de récifs ou de lagons peu profonds. Pour subsister, les Rapa Nui ont donc mis au point une technique agricole ingénieuse, le jardinage lithique. Ils dispersaient des pierres de tailles diverses sur le sol, pour y cultiver notamment le taro et la patate douce. Les roches servaient à protéger les plantes des vents violents et de l'air salin, tout en régulant la température du sol. Elles relâchaient aussi lentement des minéraux, enrichissant progressivement le sol. Quelques habitants utilisent encore de tels potagers, bien que leur rendement soit très modeste. Des méthodes semblables ont été employées dans des régions peu hospitalières, comme la Nouvelle-Zélande, les Canaries ou le sud-ouest des États-Unis. Tandis que les chercheurs élucident les mystères de l'île de Pâques, celle-ci leur livre de nouvelles clés sur le fonctionnement du manteau terrestre. Longtemps, on a cru que ce dernier se déplaçait lentement, tel un tapis roulant, emportant les plaques tectoniques. Or, une récente étude menée par des géologues cubains, colombiens et néerlandais remet cette hypothèse en cause. Ils ont eu recours à la datation par zircon, une méthode analysant de minuscules cristaux formés lors du refroidissement du magma.
Ces zircons contiennent de l'uranium qui, avec le temps, se transforme en plomb. En mesurant cette évolution, les scientifiques ont été en mesure de dater les cristaux et ont été stupéfaits de découvrir que certains étaient anciens de près de 165 millions d'années. L'île pourtant n'a que 2,5 millions d'années. Les chercheurs en ont conclu que ces zircons provenaient du manteau profond, remontés à la surface par du magma lors d'anciennes éruptions. Les volcans de Rapa Nui appartiennent à une catégorie dite des points chauds, créés par des panaches de roches brûlantes, s'élevant des profondeurs terrestres. En principe, ces panaches demeurent stationnaires pendant que la croûte terrestre glisse au-dessus, engendrant des chaînes volcaniques comme celle d'Hawaï. Mais la présence de ces zircons anciens sur une île récente suggère une dynamique plus complexe en profondeur. Il y a 165 millions d'années, un vaste plateau volcanique occupait l'actuelle position de Rapa Nui. Ce plateau a sombré sous l'Antarctique il y a 110 millions d'années, emporté par la subduction tectonique. Toutefois, les zircons sont restés en place, contredisant l'idée d'un manteau fluide agissant comme un tapis roulant. Cela indique que le manteau, à proximité des panaches de points chauds, est bien plus stable qu'on ne l'imaginait auparavant. Une telle révélation pourrait profondément transformer notre vision de la tectonique des plaques et des mouvements internes de notre planète au fil du temps. Il y a des siècles, des auteurs espagnols décrivaient un labyrinthe inca comme l'endroit où l'on se perd. Pendant 400 ans, ce n'était qu'une histoire de fantômes et une légende locale. Mais les chercheurs d'aujourd'hui disposent d'appareils modernes, capables de voir à travers le sol. Et contre toute attente, ils ont découvert un labyrinthe parfaitement conçu de plus d'1,5 kilomètre. À quoi servait-il vraiment? Pouvait-on réellement s'y perdre? Eh bien, découvrons-le. Bien avant que les premiers Européens ne posent le pied en Amérique du Sud, les Incas dirigeaient déjà un immense empire. À son apogée dans les années 1400, il s'étendait sur plus de 5000 km. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils le géraient sans écriture conventionnelle. À la place, ils utilisaient le quipu, un ensemble de cordelettes colorées nouées de différentes façons. C'était un peu comme un tableur en ficelle. Des comptables spécialisés parcouraient ces nœuds du bout des doigts pour suivre les impôts ou savoir combien de pommes de terre dormaient dans un entrepôt à des centaines de kilomètres. L'Empire est aussi célèbre pour son immense réseau routier de 40 000 kilomètres. Sans chevaux, il comptait sur un système de relais de coureurs professionnels appelé chasqui. Ces gars étaient de véritables athlètes olympiques dans une course de relais quotidienne. L'un se reposait pendant que l'autre courait vers le prochain point de passage. Ainsi, ils pouvaient couvrir environ 240 km en une seule journée, transmettant messages et petits objets. Les Incas ne laissaient pas un canyon les arrêter. Ils tressaient littéralement des ponts en herbe. Ils en avaient environ 200 suspendus au-dessus de ravins, bien avant le premier pont suspendu d'Europe. Mais comme l'herbe finit par pourrir, c'était un chantier d'entretien annuel. On peut encore en voir un au pont de Queshuachaca au Pérou. Chaque juin, les villageois tressent de l'herbe fraîche en nouveaux câbles et reconstruisent tout le pont à la main. Toutes ces routes menaient au cœur de l'Empire, la capitale, Cusco. Elle était considérée comme sacrée et les Incas ont même façonné certaines parties de la ville pour lui donner la forme d'un puma. La forteresse de Sacsayhuaman et ses murs étaient une prouesse d'ingénierie. Les Incas ont hissé d'énormes pierres à flanc de colline sans moteur ni câble d'acier, puis les ont assemblées comme un Tetris. Le Pérou a toujours été frappé par les séismes, d'où cette technique de sécurité. Quand le sol tremble, les pierres ne cassent pas. Elles bougent un peu comme si elles dansaient. Puis, la secousse s'arrête et les blocs reprennent leur place. C'est pour ça que les murs Incas sont toujours debout, alors que les bâtiments modernes en briques à côté se sont écroulés. Pendant des siècles, on a parlé de l'existence possible d'un réseau souterrain caché sous la ville. Mais on ne peut pas se mettre à creuser une ville moderne à la recherche d'un trésor. C'est pourquoi les chercheurs utilisent le radar à pénétration de sol, une sorte de vision à rayon X pour repérer les vides, complété par des sondages acoustiques. Les données révèlent un réseau souterrain connecté sur près de 2,5 km.
Une extrémité se trouve sous le Korikancha, le temple du soleil, autrefois célèbre pour ses murs couverts de plaques d'or. L'autre extrémité pointe droit vers Sacsayhuaman, un lien secret direct entre l'hôtel le plus sacré de la ville et sa forteresse la plus puissante. Ces tunnels ne sont pas de simples boyaux. Les scans estiment des passages d'environ 2,5 mètres à 3 mètres de large et 1,50 m de haut. Assez grand pour y circuler debout. Cette taille montre qu'ils étaient faits pour un usage régulier. Les chercheurs pensent que les Incas les ont construits par la méthode tranchée couverte. Ils creusaient une longue tranchée peu profonde, la tapissaient de murs en pierre, posaient des dalles par-dessus, puis rebouchaient le tout et reconstruisaient la rue au-dessus. Le passage restait caché en pleine vue et ne s'effondrait pas car il n'était pas profond. Les tunnels ne sont qu'à environ 2 à 3 mètres sous la surface, donc le poids au-dessus ne suffit pas à écraser un plafond de pierre. Les murs latéraux retiennent la terre et les pierres ajustées aident la structure à résister aux secousses. La même logique de danse sismique s'applique sous terre. Les pierres peuvent bouger légèrement sans se briser. Sous terre, pas de lumière naturelle, chaque virage se ressemble. Ajoutez des embranchements, l'obscurité et les échos, et on perd vite le sens de l'orientation sans guide. Les récits locaux disent que les entrées ont été scellées en partie parce que les gens n'arrêtaient pas de se perdre. Surtout ceux qui entraient cherchaient un trésor et ne ressortaient jamais. L'une des légendes les plus célèbres de Cusco raconte qu'un homme aurait trouvé une entrée ouverte il y a des siècles. L'histoire dit qu'il aurait passé des semaines perdu dans le noir total avant de sortir par un trou près du temple du soleil. Il serait apparu en serrant un épi de maïs en or massif, puis serait mort sur place. Ah, l'ironie! Les chercheurs n'ont pas encore trouvé d'épi en or, mais le radar prouve qu'un passage correspondant à cette légende existe bel et bien. Les Incas étaient obsédés par la précision. Ça se voit sur un mur de pierre à Cusco, avec la fameuse pierre aux 12 angles. C'est un seul bloc taillé avec 12 faces si parfaitement découpées qu'il s'emboîte dans les pierres voisines sans aucun mortier. Pas de ciment, pas de colle. Il est si bien ajusté qu'on ne peut même pas glisser une aiguille dans les joints. C'est un puzzle resté en place depuis plus de 500 ans, devenu un patrimoine culturel du Pérou. Les Incas étaient si doués en ingénierie qu'on découvre encore aujourd'hui de nouvelles parties de leur monde. Des lieux comme Choquequirao. Après son abandon, la forêt l'a englouti et il est resté caché aux yeux du public pendant très longtemps. C'est un immense complexe de pierres avec des structures et des terrasses construites à flanc de montagne. Mais l'idée de cacher des infrastructures en pleine vue n'était pas unique. Des civilisations anciennes du monde entier ont eu la même idée. En Turquie, il y a Derinkuyu. C'est comme une immense ville souterraine construite à l'envers dans la terre. Elle descend à près de 90 mètres de profondeur. Tout a été creusé dans la roche volcanique. Il y avait des écoles et des cuisines. Les archéologues estiment que 20 000 personnes pouvaient s'y réfugier et y vivre pendant des mois. Les bâtisseurs ont fabriqué d'immenses roues de pierre servant de portes qu'on ne pouvait ouvrir que de l'intérieur. Derinkuyu n'est qu'un point dans un vaste réseau. Toute la région est pratiquement creuse. On pouvait descendre dans un trou dans une vallée, marcher sous terre pendant des heures et ressortir dans une ville complètement différente. Certains rapports affirment que les systèmes pouvaient même filtrer la fumée pour que la surface paraisse totalement intacte. Dans le nord de la France, il y a Naours, un village caché creusé sous des terres agricoles. Vu d'en haut, rien ne se voyait. Sous terre, c'était une vraie fourmilière humaine de 300 pièces. Au départ, une carrière, c'est devenu un refuge secret avec des écuries, des cuisines et des chapelles. Des gens ont gravé des noms et des dates sur les murs, et on peut encore les lire aujourd'hui. En Pologne, il y a la mine de sel de Wieliczka. C'est un gouffre sans fin digne d'un roman fantastique. L'exploitation a commencé au XIIIe siècle, et pendant 700 ans, en creusant pour le sel, les mineurs ont créé un véritable royaume souterrain. Parce que le travail était terrifiant, ils ont construit des lieux sacrés pour prier en sécurité, sans jamais voir le soleil.
Le complexe s'étend sur 270 km et atteint 300 mètres de profondeur. Mais le plus fou, ce n'est pas l'échelle, c'est l'architecture. Ils ont sculpté 4 chapelles entières, des statues et même une immense salle de bal directement dans la roche de sel. La plus célèbre, la chapelle Sainte Kinga, est une véritable cathédrale souterraine dont les lustres sont faits de cristaux de sel. Ces tunnels montrent à quel point les bâtisseurs étaient ingénieux et créatifs, même sans technologie ni outils adaptés. Les Incas en sont un parfait exemple. Ils ont créé des bâtiments conçus pour défier le temps et résister au séisme. En Turquie et en France, construire sous terre visait la survie. À Cusco, c'était un trajet privé. Les tunnels sont praticables à pied et ressemblent davantage à un passage souterrain moderne. Peut-être qu'ils les ont construits simplement parce qu'ils le pouvaient. Ou peut-être que le Sapa Inca, l'empereur, avait besoin d'un raccourci ou détestait vraiment les mondanités. Un immense trésor se cache sous la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Des scientifiques ont découvert un gisement de 13 millions de tonnes de cuivre, qui pourrait valoir plus de 100 milliards de dollars. Cette découverte pourrait être un énorme coup de pouce économique pour l'Argentine, qui traverse des difficultés financières depuis des décennies. Mais il est trop tôt pour se réjouir. L'extraction sera un défi colossal, et même s'ils y arrivent, le prix à payer pourrait être très lourd. Le premier gros problème, c'est l'emplacement. La mine se trouve dans les Andes, le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine. On parle de la plus haute chaîne de montagnes en dehors de l'Asie. Le gisement de cuivre Filo del Sol se situe près du sommet de l'une de ces montagnes, à environ 5000 mètres d'altitude. Pour vous donner une idée, c'est environ 3 fois plus haut que le mont Washington. Et comme tout endroit difficile d'accès, acheminer du matériel là-haut est un vrai cauchemar. Mais exploiter une mine à cette altitude, ce n'est pas seulement un problème logistique, c'est aussi dangereux pour les travailleurs. Certaines études suggèrent qu'ils pourraient développer le MCC, le mal chronique des montagnes. Quand on passe des jours à de telles altitudes, Le corps manque d'oxygène et produit trop d'hémoglobine. Et ça, ce n'est pas bon. Ça peut provoquer de la fatigue, des maux de tête et des vertiges. à terme, ça peut entraîner de graves problèmes de santé. Ce sont 2 des principaux obstacles à une extraction de cuivre à grande échelle dans cette zone. Mais en réalité, le gisement de Filo del Sol n'est pas nouveau. On le connaît depuis les années 90. Ce qui est nouveau, c'est que les scientifiques pensent maintenant que la zone contient 5 fois plus de métal que prévu initialement. Cette découverte a attiré l'attention de l'industrie minière, car il pourrait s'agir de l'une des plus grandes réserves de cuivre au monde. Mais transformer un gisement en mine opérationnelle prend du temps, et ça peut coûter énormément d'argent. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles estimations, des entreprises se disent prêtes à investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans la ceinture de cuivre inexploitée de l'Argentine. Cet investissement pourrait s'avérer rentable. Selon les études, cette mine pourrait être exploitée pendant plus de 70 ans. C'est assez long pour traverser plusieurs cycles de haut et de bas économiques. Mais cela implique un compromis dangereux. D'un côté, le monde a besoin de plus de cuivre. De l'autre, l'extraire pourrait endommager les choses mêmes pour lesquelles on en a besoin. Je sais, ça semble contradictoire, mais suivez-moi. Le cuivre est devenu essentiel ces dernières décennies, parce qu'on le retrouve dans presque tout ce qui est nécessaire à la transition énergétique. Voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes. La demande mondiale de cuivre devrait donc exploser dans les années à venir. Elle pourrait largement dépasser l'offre, portée par l'essor de l'intelligence artificielle et l'abandon progressif des énergies fossiles. Les estimations prévoient une hausse de la demande d'environ 30% d'ici 2040. Mais avant même cela, on pourrait faire face à une pénurie dans les 10 à 15 prochaines années. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette immense ressource dans les Andes attire autant l'attention. Son extraction pourrait accélérer la transition énergétique et bouleverser les cours mondiaux des métaux. La deuxième raison, c'est que le gisement de Filo del Sol contient aussi d'importantes quantités d'argent et d'or. Ces 2 métaux conduisent très bien l'électricité. C'est pourquoi ils sont largement utilisés dans l'électronique. Ils deviennent de plus en plus importants dans des domaines comme l'aérospatial, les satellites et les réseaux 5G. C'est presque comme si l'Argentine venait de gagner au loto. Trouver une ressource de cette ampleur pourrait rapporter des milliards de dollars, créer des milliers d'emplois et attirer les investissements étrangers. Le pays pourrait devenir un acteur majeur de l'industrie du cuivre. Il serait plus riche et plus puissant, mais ça pourrait avoir un coût énorme.
des millions de personnes pourraient manquer d'eau potable. Ce qu'il faut savoir sur les hautes montagnes, c'est qu'elles stockent l'eau sous forme de glace et de neige. C'est crucial, car elles alimentent en eau potable des populations du monde entier. Les montagnes ne couvrent qu'environ 25% des terres émergées, mais elles fournissent près de 60% de toute l'eau douce. En Argentine, c'est pareil. Les Andes stockent l'eau dans la neige et les glaciers, et cette eau s'écoule ensuite dans les rivières et les cours d'eau. Dans la ville de Mendoza, par exemple, l'eau des montagnes alimente les foyers et permet d'irriguer les cultures. Donc, avoir des opérations minières près de ces glaciers est une vraie source d'inquiétude. L'exploitation minière demande énormément d'eau. Pour vous donner un exemple, l'un des plus grands sites miniers du pays, la Alumbrera, utilise environ 25 milliards de litres d'eau par an. Ça représente environ 34% de toute l'eau consommée par les habitants de la région sur la même période. Certains experts alertent. L'exploitation minière à grande échelle pourrait modifier le débit des rivières andines, ce qui signifierait que des millions de personnes pourraient manquer d'eau. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas seulement Mendoza qui serait touché. L'Argentine compte plus de 16 000 glaciers. Ils alimentent en eau 36 bassins fluviaux, répartis dans 12 provinces, où vivent environ 7 millions de personnes. Ça a déclenché un conflit majeur dans le pays. L'Argentine avait en fait des lois pour protéger les glaciers, et donc aussi l'eau potable. C'était d'ailleurs le premier pays au monde à adopter ce type de réglementation. En gros, la loi stipulait que les activités commerciales ne devaient en aucun cas endommager les glaciers et les réserves d'eau. Point final. Mais ces règles ont été assouplies très récemment. Désormais, c'est aux autorités de chaque province de décider si les glaciers de leur région sont considérés comme stratégiquement importants. En gros, elles doivent décider si l'eau est essentielle pour la population, l'agriculture ou la recherche. Si c'est le cas, très bien, les glaciers seront protégés. Mais sinon, eh bien, les protections environnementales ne servent plus à grand-chose. Il y a deux façons de voir cette situation. Les partisans disent que ça pourrait créer des emplois, générer des revenus et renforcer son influence. Ça pourrait dynamiser les économies locales et régionales, et même faire de l'Argentine une grande puissance économique. Les autorités soulignent que l'Argentine n'exporte quasiment pas de cuivre, alors que le Chili, qui partage la même cordillère, en exporte pour environ 20 milliards de dollars par an. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Assouplir ces règles pourrait aussi faciliter la transition énergétique du pays. L'Argentine doit trouver et extraire ses minerais, si elle veut s'affranchir des énergies fossiles. Comme je l'ai dit, ils sont indispensables à la fabrication des panneaux solaires, des batteries et des éoliennes. Ils sont la base d'un avenir plus vert. Mais en même temps, ça soulève des inquiétudes. Les experts opposés à l'assouplissement des protections environnementales craignent que les populations manquent d'eau. Selon eux, on ne sait pas vraiment quels critères seront utilisés pour déterminer quelles sources d'eau sont essentielles et lesquelles ne le sont pas. Ce qui signifie que n'importe quel glacier, voire les environnements alentours, pourraient être menacés. Ces experts reconnaissent peut-être que le monde a besoin de ces métaux pour un avenir plus propre. Mais détruire l'approvisionnement en eau de millions de personnes, c'est peut-être un prix trop élevé. Donc, à ce stade, vous voyez sans doute à quel point ce problème est complexe. C'est un vrai cercle vicieux. On sait que les glaciers fondent à cause du changement climatique. Pour y remédier, il faut plus d'énergie verte. Mais pour produire plus d'énergie verte, il faut plus de matériaux, comme le cuivre. Et pour obtenir plus de cuivre, on risque d'endommager les sources d'eau même que ces glaciers alimentent. Au final, c'est un paradoxe, et il n'y a pas de réponse simple. Et on ne sait pas non plus quand ce trésor sera réellement exploité. Estimer la taille d'un gisement, c'est un peu comme faire l'inventaire d'un entrepôt auquel on n'a pas encore totalement accès. Ça repose sur des forages, des analyses en laboratoire et des modèles informatiques. Et les résultats sont ensuite classés selon le degré de certitude des scientifiques. Donc, les chiffres peuvent évoluer, et ce n'est pas la même chose que du métal réellement vendable. Les entreprises doivent encore prouver qu'elles peuvent l'extraire en toute sécurité, traiter la roche et gérer les déchets, tout en respectant la loi et le budget. Et vu tout ce dont on a parlé, rien de tout ça ne sera facile. Il s'avère que la Grande Pyramide de Gizeh est encore plus avancée qu'on ne le pensait. Elle peut résister à des séismes d'une magnitude d'au moins 6,8. Et ça, c'est énorme. Lors de puissants tremblements de terre, tandis que les bâtiments alentours s'effondraient en ruines, la pyramide absorbait les secousses et restait debout. Existait-il un mécanisme secret pour l'y aider ?
Il y a plus de 4500 ans, les anciens Égyptiens ont bâti l'une des structures les plus lourdes de l'histoire humaine, la Grande Pyramide de Gizeh. Le pharaon Khéops en a ordonné la construction vers 2500 avant notre ère, et il a fallu environ 26 ans pour l'achever. Les ouvriers ont déplacé et empilé plus de 2 300 000 blocs de pierre, dont certains pesaient plusieurs tonnes. La pyramide achevée culminait à environ 146 mètres, à peine moins que la Ritz Tower de Manhattan et ses 165 mètres. Mais ce n'est peut-être pas le plus surprenant. La pyramide a sans doute été conçue pour résister au séisme. Récemment, des chercheurs égyptiens et japonais ont étudié la propagation des vibrations à travers la pyramide. La pyramide a plus de 4600 ans, donc pas question de la secouer volontairement au risque de l'endommager. Mais ils ont quand même réussi à tester environ 40 points différents à l'intérieur et autour de la structure grâce à des accéléromètres haute sensibilité. Leurs instruments mesuraient d'infimes ondes traversant la pierre. De quoi comprendre ce qui se passerait si le sol se mettait à trembler. Il s'avère qu'au lieu de concentrer toute la force des vibrations en un seul point, la pyramide répartit l'énergie dans toute la structure. En clair, elle se comporte comme un gigantesque amortisseur. Les vibrations s'atténuent en la traversant, au lieu de s'amplifier et de la fissurer. L'Égypte a été secouée par des séismes à de nombreuses reprises au fil des millénaires, certains assez puissants pour dévaster des quartiers entiers du Caire. Et tandis que des bâtiments voisins étaient gravement endommagés ou détruits, la Grande Pyramide, elle, est toujours debout. Selon les scientifiques, la structure est incroyablement équilibrée. Son poids colossal est réparti si uniformément que la pyramide reste stable, même quand le sol bouge sous elle. La forme y contribue aussi. Une pyramide répartit le poids vers le bas et vers l'extérieur, ce qui rend un effondrement vers l'intérieur bien plus difficile. Par exemple, en 1992, un violent séisme a frappé l'Égypte. D'une magnitude de 5,9, son épicentre se trouvait à environ 32 km au sud-ouest du Caire. Il a endommagé ou détruit plus de 129 000 bâtiments. Toutes les tombes près de la vallée des rois ont dû être renforcées pour éviter l'effondrement. Mais la Grande Pyramide, elle, n'a pas bronché, perdant à peine une seule pierre. Une raison majeure ? La conception de la pyramide. Sa base est immense, plus de 230 mètres de large. Cette large assise répartit les forces et stabilise la structure lors des secousses. La pyramide est aussi extrêmement symétrique, ce qui équilibre la pression de tous les côtés. Et en dessous, un socle de roche solide fait office de fondation ultra résistante. Et puis, il y a les blocs eux-mêmes. Les bâtisseurs utilisaient d'énormes blocs de calcaire qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle géant. Lors d'un séisme, une telle structure absorbe et répartit les vibrations. Elle ne se fissure pas instantanément. La Grande Pyramide n'était pas la première tentative de construction pyramidale en Égypte. Des souverains antérieurs avaient expérimenté pendant des générations. Par exemple, plus de 100 ans avant Khéops, les Égyptiens ont bâti la pyramide à degrés de Saqqara. Au lieu de parois lisses, elle ressemblait à un escalier géant en pierre. Plus tard, le père de Khéops a construit de plus grandes pyramides aux faces lisses, bien plus proches de celles que nous connaissons. Au fil du temps, les bâtisseurs égyptiens ont appris ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Et oui, certaines pyramides plus tardives ont pris des raccourcis. L'une d'elles utilisait une colline naturelle pour économiser des matériaux, mais cela la rendait moins stable, car moins de blocs s'emboîtaient. Une autre, la pyramide noire, était principalement construite en briques de boue. Certes, c'était moins coûteux, mais bien plus fragile. Pas étonnant qu'elle ait très mal vieilli. La pluie et l'érosion ont lentement détruit la structure. Certaines de ces pyramides tardives ont fini par s'effondrer complètement. Mais revenons à la Grande Pyramide et sa résistance au séisme. Des scientifiques sont entrés à l'intérieur pour mesurer ses vibrations. Ils ont étudié la chambre du roi, la chambre de la reine, des tunnels souterrains et des salles cachées au-dessus de la chambre funéraire. Résultat, la pyramide entière vibrait de manière presque parfaitement uniforme d'un bloc à l'autre.
Cela signifie que toute la construction bouge comme un seul objet géant, au lieu de se disloquer dans toutes les directions. Et c'est crucial lors d'un séisme. Or, le sol autour de la pyramide vibre très différemment, à une fréquence bien plus basse. Donc, quand la Terre tremble, la pyramide ne se synchronise pas avec ces vibrations dangereuses, ce qui réduit la force transmise à la structure. Imaginez pousser quelqu'un sur une balançoire. Si votre rythme correspond à celui de la balançoire, elle monte de plus en plus haut. Mais si le rythme est décalé, le mouvement s'atténue. La pyramide semble fonctionner de la même façon face au séisme. Les scientifiques ont aussi découvert autre chose à l'intérieur. Au-dessus de la chambre du roi, il y a plusieurs petites chambres de décharge. Et non, ce ne sont pas des toilettes. Avant, on pensait qu'elles ne servaient qu'à supporter le poids du plafond. Mais les chercheurs pensent désormais qu'elles pourraient aussi atténuer les vibrations sismiques avant qu'elles n'atteignent les salles intérieures les plus importantes. Autrement dit, la pyramide redirigerait et amortirait les ondes de choc en son sein. Dans l'ensemble, les pyramides sont bien plus fascinantes qu'on ne le croit. Ce ne sont pas de simples tombes géantes bâties par des esclaves. Des archéologues ont découvert des villages entiers d'ouvriers près des pyramides. Les bâtisseurs avaient des logements, de la nourriture, des soins médicaux et des équipes organisées. C'étaient des ouvriers qualifiés, rémunérés pour leur travail. Ils avaient besoin de ces compétences et de beaucoup de force. Après tout, certains blocs de calcaire et de granit pesaient 80 tonnes. C'est plus lourd qu'un semi-remorque à pleine charge. Et ils venaient de carrières à des kilomètres de là. Alors comment les ouvriers les déplaçaient-ils ? Une théorie avance qu'ils utilisaient des traîneaux en bois sur du sable mouillé, ou peut-être des pistes spécialement lubrifiées. À ce jour, ce mystère reste entier. Les pyramides avaient aussi un tout autre aspect à l'époque. Aujourd'hui, elles paraissent rugueuses et poussiéreuses, mais à l'origine, elles étaient recouvertes de calcaire blanc parfaitement lisse. Si bien poli que la lumière du soleil s'y reflétait comme sur des miroirs. À l'intérieur de la Grande Pyramide, la température reste proche de 20 degrés Celsius en permanence. Même quand le désert est brûlant le jour et glacial la nuit. Les épais murs de pierre font office d'isolation géante. La Grande Pyramide est aussi alignée presque parfaitement sur les points cardinaux. Cela signifie que les anciens Égyptiens maîtrisaient l'astronomie bien mieux qu'on ne le pense. La pyramide a peut-être même servi d'observatoire, et pas seulement de tombeau. Il y a un autre mystère, des chambres cachées. Grâce à des caméras thermiques et à la radiographie par muon, des chercheurs ont détecté des espaces vides à l'intérieur de la pyramide. Mais on ne peut pas encore y accéder, et personne ne sait ce qu'ils contiennent. Bien sûr, les théories abondent. Salles secrètes, savoir perdu, chambres dissimulées, ou quelque chose qui pourrait bouleverser notre vision de la pyramide. Car le plus étrange, c'est que même si les pyramides sont censées être des tombeaux, personne n'a jamais trouvé de momie dans la Grande Pyramide. Le complexe tout entier est immense. Gizeh, ce n'est pas que 3 pyramides. Il y a des pyramides satellites plus petites, des temples, des villages d'ouvriers et de longues chaussées reliant le tout. L'ensemble du site témoigne de l'ampleur de la planification et de l'importance de ces structures pour les anciens Égyptiens. Et les mathématiques sont tout aussi impressionnantes. La base de la Grande Pyramide couvre environ 5 hectares. Si on divise le périmètre par la hauteur, on obtient environ 3,4216. C'est le nombre pi. Les anciens Égyptiens y sont parvenus sans outils modernes, et les scientifiques ne comprennent toujours pas comment. Et puis, il y a l'alignement avec les étoiles. Certains chercheurs ont avancé que les 3 pyramides principales de Gizeh s'alignent avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Si c'est vrai, ce n'est sans doute pas un hasard. Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme de leur pharaon s'élèverait vers le ciel à travers cette constellation. Il y a un immense obélisque de pierre, censé dépasser la hauteur d'un immeuble de 10 étages, qui gît inachevé dans le désert égyptien. C'est l'obélisque d'Assouan, et il semble avoir été façonné avec la même technique que le Machu Picchu, à des milliers de kilomètres de là.
Ses créateurs prévoyaient d'en faire le plus grand et le plus lourd monument monolithique jamais réalisé par les Égyptiens. Mais quelque chose a interrompu leur plan. Il y a plus de 3500 ans, des ouvriers ont commencé à tailler cet obélisque directement dans le socle de granit massif. Ils ne disposaient que de simples outils en cuivre et de coins en bois. Ils devaient être d'une extrême précision, car les obélisques étaient des symboles importants du pouvoir du pharaon et de son lien avec les divinités. Selon la version la plus répandue, c'est la reine Hatshepsut, l'une des plus grandes souveraines d'Égypte, qui a commandé cet énorme obélisque. Bien que certains experts pensent qu'il était peut-être destiné au pharaon Thoutmôsi Ier. S'il avait été achevé, il aurait mesuré environ 42 mètres de haut et pesé près de 1200 tonnes, soit le poids de 200 éléphants. Sa surface présente des sections lisses et évidées, comme si quelqu'un avait creusé le granit à la manière d'une boule de glace. Les chercheurs ont appelé cet effet le scooping, mais la façon dont il a été réalisé reste un mystère. Il semblerait que cette même technique de scooping ait été utilisée pour construire plusieurs sites mégalithiques en Amérique du Sud, où les bâtisseurs anciens façonnaient la pierre de manière arrondie et évidée. Mais c'est la seule construction présentant une telle surface en Égypte. On peut voir les lignes évidées sur les côtés de l'obélisque, et elles se prolongent dans le sol en suivant un tracé quasi parfait le long du socle rocheux. Les ouvriers dégrossissaient d'abord la forme, puis utilisaient une astuce ingénieuse. Ils enfonçaient des coins de bois dans les fissures et les imbibaient d'eau pour que le bois gonfle et fende la pierre. Cette méthode, combinée à des outils de meulage en pierre plus dure, leur a permis de façonner l'obélisque avec une précision incroyable. Mais alors que les ouvriers étaient sur le point de terminer, une énorme fissure est apparue dans la pierre. Il n'y avait aucun moyen de la réparer. Et au lieu de retirer la pierre brisée, les Égyptiens ont laissé l'obélisque à moitié enfoui dans le sol. Ils craignaient peut-être qu'un monument présentant un défaut ne ternisse la réputation du pharaon et des bâtisseurs. L'obélisque est resté là depuis, et sa face inférieure est toujours rattachée au socle rocheux. Il a été découvert au début du XXe siècle, après être resté enseveli sous le sable pendant des milliers d'années. Et même dans son état inachevé, c'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes d'Égypte, car il a offert aux scientifiques des informations précieuses et rares sur les techniques de taille de pierre de l'Égypte ancienne. Il y a un autre gros rocher à proximité. Sa base est presque entièrement évidée, avec seulement un minuscule bout de granit encore rattaché au sol. On dirait que quelqu'un a essayé de le séparer du socle rocheux, mais l'a laissé suspendu à un fil. Il y a à peine la place pour qu'une seule personne se glisse dessous et façonne la roche de cette manière. Alors, peut-être que les ouvriers de l'Antiquité utilisaient des outils ou des techniques dont nous ignorons tout. Une autre merveille de l'Égypte ancienne est la Grande Pyramide. Ses 4 côtés sont alignés avec les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 1/15e de degré près. Les architectes ont réussi cet exploit sans outils modernes, comme des drones, des plans ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce miracle de construction. Une théorie veut que les bâtisseurs aient utilisé l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Mais Dash a récemment proposé que les Égyptiens aient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Cela se produit 2 fois par an, quand l'équateur terrestre passe par le centre du disque solaire, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour tester sa théorie, Dash a mené une expérience le 22 septembre 2016, jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale pour projeter une ombre et a relevé la position de son extrémité à intervalles réguliers, formant une courbe lisse. Il a relié 2 points de la courbe avec un fil tendu et obtenu une ligne est-ouest quasi parfaite. À l'équinoxe, l'extrémité de l'ombre trace une ligne droite, presque parfaitement est-ouest, avec une légère déviation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On retrouve une erreur similaire dans les pyramides. Bien que son expérience ait été menée dans le Connecticut, Dash pensait que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Les anciens Égyptiens n'avaient besoin que d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Mais ils ne nous ont laissé que quelques indices, et aucun document d'ingénierie ni plan architectural expliquant leur méthode n'a été retrouvé.
Ils ont peut-être cartographié les ombres, mais on ne peut pas en être sûr. Certains ponts romains ont été construits il y a plus de 2000 ans, et beaucoup sont encore debout, certains étant même toujours utilisés aujourd'hui. Les Romains avaient besoin de ponts pour déplacer rapidement leurs puissantes armées à travers rivières et vallées. Pour cela, ils ont formé des ingénieurs et des artisans spécialisés devenus experts en construction. Ces bâtisseurs voyageaient à travers l'Empire romain, partageaient leur savoir et veillaient à ce que chaque pont soit construit de la meilleure façon. L'une des meilleures idées des Romains a été d'utiliser des arches au lieu de poutres plates. Les arches répartissent le poids du pont, le rendant bien plus solide et durable. Pour résoudre le problème de la construction de piliers dans l'eau, les Romains ont inventé ce qu'on appelle un bâtard-d'eau. D'abord, ils enfonçaient de grandes parois en bois dans le lit de la rivière et colmataient les interstices avec de l'argile, pour empêcher l'eau d'entrer. Puis, ils coulaient du béton dans l'espace sec ainsi créé, formant une base extrêmement solide pour le pont. Un pont célèbre qui a utilisé cette technique est le pont Saint-Ange à Rome. Il a été construit il y a plus de 1800 ans et il enjambe toujours le Tibre aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de plans et de documents des ingénieurs romains ont été perdus au fil du temps. Quelques auteurs antiques ont décrit les méthodes de construction romaines, mais ils n'ont pas consigné chaque détail. Aujourd'hui, scientifiques et historiens doivent étudier les ponts eux-mêmes pour comprendre comment ils ont été construits. Le problème, c'est que même si de nombreux ponts romains sont encore debout aujourd'hui, ils ne sont pas toujours exactement tels qu'à l'origine. Certains ont survécu grâce à des matériaux particulièrement résistants. D'autres ont été soigneusement réparés et entretenus au fil des siècles. Certains ponts ont été peu utilisés et sont restés en bon état simplement parce qu'ils ne se sont pas usés. Même quand des ingénieurs modernes étudient ces ponts, ils savent que certaines parties ont été reconstruites ou restaurées de nombreuses fois. Les amphithéâtres antiques avaient une acoustique si remarquable que les scientifiques modernes utilisent des programmes informatiques et des simulations sonores pour comprendre comment elles fonctionnaient. Beaucoup de ces théâtres en plein air sont partiellement en ruine. Alors, les experts les recréent en modèle numérique pour tester la propagation du son à l'intérieur. Mais certains théâtres antiques, comme le célèbre théâtre d'Épidore en Grèce, sont encore si bien conservés que les scientifiques peuvent mesurer le son en conditions réelles. L'acoustique y est si parfaite qu'on peut entendre clairement quelqu'un parler sur scène, même depuis le tout dernier rang. La forme incurvée en cuvette du théâtre fonctionne comme un haut-parleur géant qui amplifiait naturellement les voix et la musique. Les sièges étaient à différentes hauteurs et angles pour que les ondes sonores se propagent fluidement dans le théâtre. Les matériaux durs, comme le marbre et la pierre, étaient excellents pour faire rebondir les ondes sonores à travers le théâtre, rendant les voix et la musique plus fortes et plus claires. Mais trop d'écho rendait les paroles difficiles à comprendre. Les architectes antiques utilisaient donc des matériaux souples, comme des rideaux, des tapis et même des auvents spéciaux pour absorber les ondes sonores excédentaires et maintenir une acoustique parfaite. L'un des plus grands et des plus célèbres amphithéâtres romains, le Colisée de Rome, possédait un immense auvent rétractable qu'on déployait au-dessus pour bloquer le soleil, mais aussi réduire l'excès d'écho afin que le public puisse entendre chaque mot et chaque son sans distorsion. L'emplacement d'un amphithéâtre contribuait aussi à l'acoustique. De nombreux théâtres antiques étaient orientés d'est en ouest, si bien que lors des représentations de l'après-midi, les acteurs et les musiciens étaient baignés de lumière naturelle. On pense connaître les pyramides de Gizeh. 3 pyramides géantes, un sphinx massif et le désert à perte de vue. Et puis, des chercheurs découvrent quelque chose de totalement inattendu, un autre sphinx, enfoui sous le sable. Une équipe de scientifiques italiens pense que cette structure pourrait être cachée sous le plateau de Gizeh. Ils pensent aussi que toute la zone pourrait abriter un vaste complexe souterrain s'étendant sous les pyramides elles-mêmes. Cette découverte a commencé par des scans radars et des images satellites. Les chercheurs ont étudié très attentivement la disposition du plateau de Gizeh. La Grande Pyramide, la pyramide de Képhren, la pyramide de Mykérinos et le célèbre Sphinx. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les lignes reliant les pyramides et le Sphinx semblaient pointer vers une autre zone surélevée à proximité. Ce monticule est énorme, environ 33 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages.
Il semble composé principalement de sable durci, et c'est important, car sculpter une structure géante dans la roche serait bien plus difficile. Un autre détail rend cette théorie encore plus intéressante. La célèbre stèle du rêve, une grande dalle de pierre devant le grand sphinx, montre non pas un, mais deux sphinx. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une simple représentation symbolique. Mais et si elle montrait quelque chose de réel ? L'idée est que les bâtisseurs antiques auraient créé deux statues gardiennes géantes, mais l'une d'elles aurait disparu sous des couches de sable. Selon les chercheurs, la géométrie du site rend cette théorie difficile à ignorer. L'alignement entre les pyramides, le sphinx visible et le monticule caché semble d'une précision inhabituelle. Les motifs s'alignent trop bien pour être aléatoires. Même s'il n'y a pas de second sphinx, cela pourrait indiquer des chambres secrètes, des tunnels, voire une citadelle souterraine. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Personne n'a fouillé le site, et de nombreux archéologues restent sceptiques. Mais les scans, les formes souterraines et les étranges schémas d'alignement poussent à prendre cette idée au sérieux. Et l'histoire devient encore plus étrange. Des gravures anciennes près du Grand Sphinx décrivent un moment étrange de la vie du prince Thoutmôsis IV. Selon les inscriptions, le jeune prince s'endormit à l'ombre du Sphinx, alors encore enseveli sous le sable. Dans un rêve, la statue géante lui aurait parlé et lui aurait promis le trône d'Égypte, à condition qu'il dégage le sable et la mette au jour. Cette histoire a été gravée dans la pierre il y a des milliers d'années. Pourrait-elle contenir des indices que nous avons manqués pendant des siècles ? Pour obtenir plus de données, l'équipe a scanné le sol sous le Grand Sphinx, les pyramides voisines et la zone reliant le Sphinx à la pyramide de Képhren, la deuxième plus grande pyramide de Gizeh. D'après les scans, d'étranges structures pourraient exister en profondeur, des puits verticaux, de longs tunnels horizontaux et des passages ramifiés. Les chercheurs pensent que certaines de ces formations forment un vaste réseau souterrain s'étendant sous les pyramides et le Sphinx. Le plus fascinant, c'est que les motifs souterrains semblent symétriques. Les structures cachées se reflètent presque parfaitement. Cette symétrie est l'une des principales raisons pour lesquelles les chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple formation géologique. La théorie elle-même n'est pas apparue de nulle part. Il y a plus de 10 ans, l'égyptologue Bassam El-Shama avait lui aussi suggéré qu'un second sphinx aurait pu exister. Il fondait cette idée sur des documents et des mythes égyptiens décrivant la foudre frappant le sphinx. Il pensait que ces récits pouvaient faire référence à un monument réel qui n'existait plus, disparu à cause du temps, des intempéries ou même de croyances anciennes. La plupart des égyptologues n'acceptent pas cette idée, et seul un petit groupe la soutient. Après tout, aucune fouille n'a confirmé l'existence d'un sphinx caché ou d'une cité souterraine. Mais les scans radars, les motifs souterrains, les gravures anciennes et l'étrange symétrie sous Gizeh pourraient signifier que nous ignorons toujours ce qui est vraiment enfoui sous les pyramides. À ce stade, les chercheurs attendent encore l'autorisation des autorités égyptiennes pour étudier ce mystérieux monticule de plus près. En attendant, on en sait bien plus sur le Grand Sphinx de Gizeh, l'un des monuments les plus anciens et les plus mystérieux de la Terre. La statue est gigantesque. De ses pattes avant à sa queue, elle mesure environ 73 mètres, presque la longueur d'un terrain de football. Il s'élève à environ 20 mètres, à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Et à son point le plus large, le corps dépasse les 18 mètres. Pour le construire, les bâtisseurs antiques n'ont pas déplacé d'énormes blocs comme pour les pyramides. Ils ont taillé le sphinx directement dans la roche, sous la surface du désert. Au fil des siècles, le vent, le sable et l'humidité ont lentement endommagé le monument. De grandes parties du sphinx ont dû être réparées encore et encore. Des ouvriers ont ajouté des couches de blocs de calcaire autour de la base pour empêcher la structure de s'effriter. Et puis, il y a le nez manquant, probablement le mystère le plus célèbre. Beaucoup de gens pensent que les soldats de Napoléon l'ont arraché à coups de canon lors de la campagne d'Égypte. Mais cette histoire est fausse. Des dessins réalisés avant l'arrivée de Napoléon montrent déjà le sphinx sans son nez.
Fait intéressant, les chercheurs qui ont étudié le visage ont trouvé des marques suggérant que quelqu'un a délibérément brisé le nez à l'aide d'outils comme des barres ou des ciseaux. Mais personne ne sait exactement qui l'a fait, ni pourquoi. La plupart des gens appellent cette statue le Sphinx, mais techniquement, ce n'est même pas correct. La créature de la mythologie grecque avait un corps de lion, une tête de femme et des ailes. Mais celui d'Égypte est différent. Il a un corps de lion, une tête humaine et pas d'ailes du tout. Techniquement, il appartient donc à une catégorie totalement différente. Même son nom a changé au fil du temps. Les anciens Égyptiens ne l'appelaient pas le Grand Sphinx à l'origine. Il y a des milliers d'années, on l'associait à de puissantes divinités liées au soleil et à l'horizon. Les civilisations suivantes lui ont donné des noms complètement différents, si bien que le monument a changé d'identité au fil du temps. Personne ne sait vraiment qui l'a construit. Beaucoup d'experts pensent que le pharaon Képhren a ordonné sa construction vers 2500 avant notre ère, car sa pyramide et ses temples sont tout proches. De plus, le visage du Sphinx ressemble à ses statues. Mais il y a un problème. Aucune inscription ne dit directement qu'il l'a construit, alors d'autres chercheurs pensent que quelqu'un d'autre l'a créé. Et les archéologues ont découvert autre chose qui rend l'histoire encore plus étrange. Près du Sphinx, ils ont mis au jour des outils abandonnés, des blocs de pierre et même des repas inachevés laissés par les ouvriers. On dirait que les gens ont soudainement arrêté de travailler et sont partis en toute hâte. Les ouvriers eux-mêmes n'étaient pas des esclaves d'affamés, comme beaucoup l'imaginaient. Les fouilles ont montré qu'ils mangeaient de la viande de qualité, du bœuf, du mouton et de la chèvre. Ce type de nourriture était coûteux dans l'Égypte antique, donc les ouvriers étaient probablement des artisans qualifiés jouissant d'un statut important. Le Sphinx avait aussi un aspect complètement différent à l'époque. Aujourd'hui, il a cette couleur sableuse délavée, mais il y a des milliers d'années, il était peut-être recouvert de peinture vive. Des chercheurs ont trouvé des traces de rouge sur son visage et des indices de bleu et de jaune sur sa coiffe. Hélas, même les travaux de restauration peuvent causer des dégâts. Lors de réparations au début du XXe siècle, des parties de la coiffe du Sphinx se sont détachées. Des restaurations ultérieures ont utilisé des matériaux qui ont en fait abîmé le calcaire tendre en dessous. À un moment, un énorme morceau s'est détaché de l'épaule de la statue. Le Sphinx portait aussi autrefois une barbe, et aujourd'hui, des fragments de cette barbe sont conservés dans des musées à Londres et au Caire. Mais même là, les chercheurs ne sont pas d'accord. Certains experts pensent que la barbe faisait partie de la statue d'origine. D'autres pensent qu'elle a été ajoutée des siècles plus tard, lors de travaux de restauration. Malgré son apparence terrifiante, la version égyptienne du Sphinx était en réalité considérée comme un protecteur. La version maléfique et dangereuse que la plupart des gens connaissent vient principalement de la mythologie grecque. Les anciens Égyptiens voyaient leur Sphinx très différemment. Pour eux, il représentait la puissance, la protection et l'autorité divine. Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazné, ou le trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra, filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées.
C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Kazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient, ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement. À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors, comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas.
Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg, le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts.